Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Alors je tenais tout d'abord à vous dire que pour aujourd'hui le mercredi, oui, actuellement je filme, aujourd'hui on est mardi le 15 novembre et que demain, donc mercredi, donc la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est une vidéo enregistrée. Sachez que je vais pas sortir de vidéo, je sortirai qu'un seul, mais pas plus, car je serai pas là, malheureusement, je serai pas là toute la journée, et que par la suite, je dois m'occuper, notamment à faire du kiné, faire du sport, voir un petit peu des amis, et parler de tout et de rien, chercher ma soeur à l'école, bref, la routine quoi. Donc voilà. Ou sinon, qu'est-ce que vous voulez de plus, avoir d'autres vidéos supplémentaires? Si vous êtes patient, bien sûr, que je ferai des vidéos, ce qui vous convient. Ou alors, si vous attendez rien de moi, c'est un petit peu normal que vous demandez pas plus de vidéos. Tandis qu'il y en a un qui est très très consommateur, à la personne de WW Réseau Souvenir, qui est hyper conservateur et consommateur, parce que à chaque fois, lui, il en réclame de mes vidéos toute la journée. Mais faut dire, je n'ai pas assez beaucoup d'énergie pour faire des vidéos plusieurs fois dans la semaine ou dans la journée, car il faut penser aux limites de batterie de téléphone et aussi le temps que ça va prendre pour que ça met en ligne, parce qu'il faut dire ça prend du temps. Si je fais des vidéos très longues, bien sûr ça prend du temps. Ou encore quand un réseau rame un peu, eh ben ça empêche le processus d'avancer. Mais bon. Ou sinon, je fais une, deux, trois vidéos plusieurs fois. Sinon, qu'est-ce qu'il veut plus? Tu veux quand même pas que je fais 10 vidéos dans la journée? Ça, c'est impossible. Parce que 10 vidéos en un jour, c'est quasiment tout simplement impossible. Hein. Donc je le dis en toute honnêteté, c'est impossible. Et que maintenant, vous savez mes petites raisons. Si jamais je ne sors pas des vidéos plusieurs fois, c'est parce que je suis occupé. Je fais du kiné, voilà, je fais tout. Je fais tout. Voilà. Sans trop d'explications, je fais tout. Après avoir passé du temps à vous expliquer pourquoi je ne serai pas là, je vais vous montrer le pay-per-view de 2013. Voilà. SummerSlam 2013. Avec la victoire de Randy Orton et Triple H qui fait un heel turn et la défaite de Daniel Bryan, alors que ce dernier, il avait réussi à capturer le titre. Donc oui, c'est dans le main event. Mais ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et que je l'avais déjà expliqué, mais je suis obligé de vous le réexpliquer pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas, ou alors qui savent ce qui s'est passé. Et que celui-là, j'avais aussi vécu en direct sur AB3. Donc c'était le pur kiff. Hein. C'était vraiment un pur kiff. Donc la liste des matchs, ils sont là. Et là en français, il dure 2h54. La liste des matchs que je vais sortir. Parce que l'autre que j'ai fait, c'était pas avec la liste des matchs. J'ai dû essayer de le dire de manière instinctivement. Ça veut dire si je me rappelle de quelque chose, j'ai forcément l'avantage pour vous le dire. Si je me souviens pas, je suis dans la merde. Honnêtement, si je me rappelle pas, je suis dans la merde. Mais bon. Donc tout d'abord, attendez si je crois bien. Oh là là. Pas facile, hein. Parce que je vois qu'il manque un nom. Bref, c'est pas grave, je vais vous dire ça comme ça. Rob Van Dam contre... Rob Van Dam contre Dean Ambrose. Excusez-moi pour le décalage. Et que, si je me rappelle bien... Si je me rappelle bien, le match se déroulait tranquillou. Mais vraiment tranquillou. Et que là, c'est que le kick-off. Hein, donc, c'est que le kick-off. Donc, c'est pas un truc qu'on va s'attendre à grand-chose. Et que je vous avais déjà expliqué dans
les meilleurs matchs de Money in the Bank, que Rob Van Dam avait fait son retour lors de Money in the Bank et qu'il n'a pas réussi à capturer la mallette. Mais ça, c'est une autre histoire. Si j'avais les PPV complètes de manière chronologique, je vous l'aurais dit. Mais là, je n'ai pas tous les PPV. Donc, je n'ai pas tous les pay-per-view en 2013, comme la plupart des années. Voilà. Et que si je me rappelle bien, il y avait Seth Rollins et Roman Reigns qui étaient à l'extérieur du ring. Tandis que Rob Van Dam, il y avait le Big Show et Mark Henry qui essayaient en équipe. Donc, une équipe de poids lourds. Une équipe de poids lourds, mais qui ne vont pas malheureusement capturer les titres par équipe plus haute. Donc c'est dommage pour cette équipe. Même pour moi, ça me paraît tellement pas logique. Je ne vais pas vous le cacher. Et que, si je crois bien, Dean Ambrose se fait disqualifier parce qu'il a, on va dire, envoyé Roman Reigns ou Seth Rollins attaquer Van Damme. Tandis que Mark Henry et le Big Show se mêlaient aussi à la bagarre. Donc ça crée une baston générale. Et c'est pour ça que ça a causé une disqualification. Mais que Dean Ambrose conserve le titre. Voilà, il conserve toujours le titre. Et je crois que c'est un des rares catcheurs à avoir conservé le titre pendant plus longtemps. Ouais, parce que de 2013 à 2014... jusqu'à le lendemain de Raw, je crois. Ouais, donc apparemment c'est lui qui a le plus long règne. Même si je pense qu'il a été dépassé. Je le pense, hein, je le pense direct. Mais bon, ce match-là, allez, 3,5. Je le mets à 3,5 malgré que c'est un kick-off. La carte principale, cette fois-ci. Oui, la carte principale. Bray Wyatt contre Kane. Dans un match Inferno. Donc, ils nous ressortent le concept, mais provisoirement. Donc, ça n'a lieu que un soir, le Inferno match. Vu comment, on va dire que Kane était prévu pour être dans le Money in the Bank, pour participer justement, eh ben, c'était au moment où la Wyatt Family faisait son retour et qu'ils attaquaient sauvagement Kane. Donc, ils l'avaient attaqué et du coup, ça a sonné leur début quoi dans le roster principal. Je disais retour, mais non, c'est début, donc excusez-moi si vous avez peut-être mal compris, mais c'est leur début officiel dans le roster et qu'ils font quand même bonne impression. On voit une famille totalement totalement à la ramasse, on dirait des bûcherons, on dirait des psychotiques, quoi. Même si on sait que ce sont des charognards et qu'ils vivent dans un endroit peu recommandable et pas très propre. Mais ça, c'est tout l'étendue de l'énigmatique du personnage qu'est Bray Wyatt. Et oui, oui. Donc, dans un Inferno match, même si je me rappelle que Kane, on sait bien qu'il est dans son élément. Et pourtant, même dans son élément, il se fait quand même avoir par surprise par les membres de la Wyatt Family. Si je crois bien, c'est le regretté Luke Harper qui va prendre un genre de... Je sais pas si c'est un tapis noir ou un genre de rideau tout noir qui ne brûle pas, qui va entourer la partie où il jaillit des flammes. Donc il fait ça. Et ça par contre c'est une idée de génie. Mais honnêtement, dans un Inferno match, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. C'est que pour reporter un match, il n'y a pas de tombée soumission normalement. Normalement c'est soit faire passer son adversaire par-dessus la troisième corde et qu'il se brûle. Enfin, peut-être que j'ai raté un épisode, mais normalement, c'est pas ça, normalement. Vous allez peut-être dire, ouais, mais maintenant, c'est du côté PG, c'est fini, maintenant, brûler quelqu'un. Alors, oui, ça, c'est un truc que j'aurais pu penser, mais que on se dit, mais à quoi sert le concept? À quoi sert le concept si on peut pas se brûler? Certes, c'est une scène violente, mais que
ça va pas nous choquer vu comment il y a des mecs avec des extincteurs, si jamais ça tourne mal, ils éteignent les flammes, tout simplement. Donc c'est du 3 contre 1 et c'est victoire de Bray, tout simplement. Donc il a fait qu'une bouchée de Kane. Et si je me rappelle, après le match, eh ben, Luke Harper et Eric Rowan, ils vont guillotiner Kane. Et là, je le dis honnêtement, ils vont le guillotiner avant de l'embarquer dans leur univers des charognards. Alors ce match-là, ça peut peut-être vous décevoir. C'est vrai qu'il m'a un peu déçu que personne n'a été brûlé, parce que j'agis en tant que fan, mais que il y a peu de choses que je pourrais malheureusement pas retenir dans ce match, si ce n'est qu'il y a des coups et tout ça, etc. Mais bon, ça, vous savez bien. Eh ben, ce match-là, allez, pour raison, je lui mets 3,20. Donc, vous allez peut-être dire, c'est absurde de ma part, mais je lui mets 3,20, tout simplement. Match simple, cette fois-ci, entre Cody Rhodes et Damien Sandow. Alors, oui, leur petite confrontation. Tout est venu quand Cody Rhodes, ben, il a cartonné dans son Money in the Bank match pour la mallette de chez SmackDown. Donc il a vraiment étonné son monde, mais que à chaque fois on lui a mis une bâton dans les roues dans ce match. Et pourtant il se défait des bâtons dans les roues. Et que c'est là où Damien Sandow va le trahir pour capturer la mallette. Et du coup il va y avoir une petite histoire entre Damien et Cody. C'est que vu comment Damien Sandow est Monsieur Money in the Bank, il compte de le cacher au moment venu. Et que pour l'arrêter, il en faudra plus. Et aussi, si je crois bien, c'est la plupart de quelques épisodes de SmackDown que Cody Rhodes avait volé la mallette à Damien Sandow. Donc il volait la mallette. Et que il lui disait, je crois, ah, si tu veux ta mallette, eh ben, viens la chercher, je t'attends de pied ferme. Ou encore quand ils étaient près du golfe du Mexique, donc où est-ce qu'il y a la rivière, eh ben, on arrive à là et que Cody Rhodes menace Damien Sandow de le jeter à la mer. C'est un truc qu'il va faire. Même si Damien Sandow, pour se faire pardonner, entre guillemets, il va lui faire des bons compliments dignes d'un bon lécheur de pied. En disant que sa moustache était belle, qu'il pardonne pour tout ce qu'il a fait, et que, s'il te plaît, rends-moi ma mallette, j'en ai besoin. Et que Cody Rhodes ne veut rien entendre, il lui a balancé dans le golfe du Mexique. Et du coup, le moment le plus triste, mais que pour moi c'est le moment le plus drôle, c'est que quand Damien Sandow, ben, il se balance dans l'eau, et ben, il dit qu'il sait pas nager, donc il n'a pas eu le courage d'aller chercher sa mallette. Et il fait comme si c'était noyé, mais en vérité, il s'est pas noyé. Peut-être que c'est pas un très bon maître nageur. Voilà. Peut-être que la mer, c'est pas fait pour lui. Et du coup, ben, il a fait sa propre mallette personnalisée avec l'image. On dirait que c'est fait en rocher, je crois. Non, non, la forme de la fourrure, peut-être on dirait une valise faite avec un peu de classe culturelle, quoi. Vu comment ça colle très bien au personnage. Et que Cody Rhodes, je lui avais déchiré le contrat et que lui s'était fait un contrat plastifié. Et que ça va leur mener à leur petite rivalité. Et que Cody Rhodes va pas mal sortir des bons moves. Damien Sandow, ben, lui, c'est de l'art en prouesse. Vraiment, on dirait qu'il a un côté poète dans sa manière de combattre. Vu comment il fait le Russian leg sweep en... Ouais, il fait le Russian leg sweep en faisant un petit saut arrière. Et qu'après, ben, il fait des descentes du coude. Et qu'il termine avec un neck breaker, si je crois bien, son finish. C'est un peu à la Rick Rude, mais il en termine avec un finish comme ça. Mais que là, face à Cody Rhodes, ça va être différent. Car il a tenté sa prise finish, mais Cody Rhodes, il a fait 1 ou 2 crossroads, je crois.
la première n'a pas réussi car il avait un pied dans les cordes, mais que la deuxième, il va réussir avec succès. Ou alors les quelques fois où il s'en est échappé. Mais bon. C'est victoire de Cody Rhodes, et là, ce match-là, 3,40, j'ai bien apprécié le match, vraiment bien apprécié. En plus, la petite histoire qu'il y avait, et que j'ai bien apprécié. Mais ça permet à Cody Rhodes d'être le gentil par excellence, et qui va avoir une petite rivalité avec l'autorité. Car je me rappelle quand l'autorité est passée heel, eh ben, l'autorité avait dû virer Cody Rhodes, tout ça parce qu'il allait se marier avec Brandy Rhodes. Oui, je me rappelle de ce moment-là. Et que Brandy était annonceuse. Ouais, elle était annonceuse, mais je sais plus comment elle s'appelle. Ah, j'ai toutes mes excuses, mais voilà. Bon, je passe. Match pour le titre du monde poids lourd. Oui. Alberto Del Rio contre Christian. Vu comment Christian il avait remporté un match face à Rob Van Dam et Randy Orton pour déterminer le challenger numéro 1, eh ben, il réclame au public ben, l'annonce d'un match de plus. Donc il dit ça à ses pips, comme il aime l'appeler. Donc un match de plus, un match de plus. Donc il relance la machine du slogan un match de plus. Et que Del Rio, lui qui était passé face au début d'année 2013, eh ben, il tourne heel lors de Payback 2013. Oui, il a tourné heel sur Dolph Ziggler. Ah, dommage que je les ai pas les pay-per-view, sinon je vous aurais dit cordialement, mais là je l'ai pas malheureusement. Oh, bon sang. Mais en tout cas, ça va alors commencer dans un match où Del Rio va se montrer beaucoup plus crapuleux, tandis que Christian, ben, attachant auprès du public, malgré qu'il a pas grand-chose à en sortir, et que certes, c'est quelqu'un qui utilise des prises totalement basiques et classiques, tandis que Del Rio, ben, lui, c'est un peu de l'agressivité avec la technique, et pas beaucoup de lucha libre dans son catch, mais il utilise le côté bagarreur et le côté technique. Vu comment de la technicité il va avoir dans ce match, et que au moment où on croyait que Christian allait ben, réussir à mettre au pied du mur Del Rio, ben, il s'en défait, notamment le tentative de Cal Switch qui ne va pas passer, le Crossarm Breaker non plus qui ne va pas passer, mais que je me rappelle que Del Rio aura beaucoup travaillé sur le bras, donc que ce soit le bras gauche ou le bras droit, eh ben, il travaille dessus, et il va en travailler pendant plusieurs minutes, et que c'est là où il en termine avec le Juji Katame, et qui bat notamment Christian. Donc Christian, il abandonne par soumission. Allez, ce match-là aussi, 3,40. Voilà. Match différent entre... Ouais, match simple, avec Natalya qui est accompagnée par Naomi et Cameron, contre l'une des sœurs Bella, et si je crois bien, c'est Brie Bella qui affronte Natalya, tandis que Nikki Bella et Eva Marie, qu'ils accompagnent Brie Bella. Donc oui, on va dire un match 100% Total Diva. Je sais pas si c'est à cette période où 2012-2011 que Total Diva, l'émission télé-réalité, a été créée. Car je me rappelle encore des petites émissions. C'est très court, mais ça passait ben, sur la chaîne YouTube de WWE. Donc c'était un peu très court, mais que ça nous montrait des petits extraits pour la publicité, notamment de la télé-réalité. Donc on se rappelle de ça. Il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que Natalya joue beaucoup avec la technique, et Brie Bella, joue avec la psychologie. Même si en termes de in-ring, ça n'a rien de spécial. Parce que ils essaient d'en dégager le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est pas toujours si près de la perfection. Tandis que Natalya, ben, elle, comme j'ai dit, elle gagne en technicité, vu comment c'est une catcheuse très technique, malgré qu'elle est peu mise en avant. Oui, elle est vraiment peu mise en avant. Alors que elle est bonne sur le ring, elle essaie de mettre over chacune des catcheuses. Et que Brie Bella perd, si je crois bien, avec un sharpshooter.
Donc c'est Natalya qui lui fait subir le sharpshooter. Et c'est victoire justement de la Canadienne. 3,20. Je mets 3,20. Et là, oui, le meilleur contre la bête. Vous savez quel match que je veux en parler et qu'il est présent. Là, je ne me trompe pas du tout. Il est présent dans le coffret de Eat, Sleep, Conquer, Repeat de Brock Lesnar. Donc oui, un match sans aucune disqualification. Si je crois bien, ça a été mis à la dernière minute. Ouais, car comme je vous avais peut-être déjà dit, Paul Heyman avait demandé la stipulation à la dernière minute. Et que du coup, ben, les catcheurs sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pour Brock Lesnar, ce sera de la boucherie. Tandis que CM Punk, ben, ce sera un match à mort. Vu comment CM Punk de son temps... Attendez. J'ai dû couper la vidéo parce que vous n'allez pas m'entendre éternuer. Parce que ça doit être insupportable pour vous entendre dans des... Donc, vaut mieux que je coupe avant que vous entendez des... Et peut-être que vous me direz en commentaire, à tes souhaits, à tes amours, à tes folies. Non, blague à part. Vraiment blague à part. Donc, CM Punk, lui, doit prendre ça pour un match à mort, vu comment il libère le côté CM Punk indie. Quelqu'un de très violent, qui n'hésite pas à aller dans le sadisme, dans l'inacceptable, comme il est à la Ring of Honor, comme, on va dire, de son match avec l'Undertaker, même s'il a dû prendre quelques pauses, voilà, pour se mémorer, pour peut-être soigner une blessure, peut-être que c'est pas ça. Mais bon, il se reposait jusqu'à ce qu'il se fait trahir par Paul Heyman. Donc il a trahi CM Punk pour Brock Lesnar. Et du coup, ben, ces temps-ci, Paul Heyman agissait comme quelqu'un qui s'est fait larguer. Je sais pas, Paul Heyman, il dit il a été comme un père pour CM Punk, vu comment c'est lui qui lui a fait venir à la WWE, car c'était son préféré. Eh ben, Paul Heyman commence à être déçu et frustré de CM Punk. Donc il disait je t'aimais bien, tu m'aimais bien, j'étais comme un père pour toi, j'étais un de tes membres de ta famille quand tu étais au plus bas. Et que je me rappelle chaque semaine, ben, Paul Heyman nous sortait ben, des scoops sur CM Punk. Il nous sortait des scoops absolument impensables et qu'on ne le savait pas. Donc il a raconté que CM Punk il avait eu des problèmes de famille avec notamment son père, sa mère, sa soeur, ses frères, peu importe. Et avec la plupart des membres de sa famille. Et que maintenant, il a des problèmes avec Paul Heyman. Et que pour ça, ben, Paul Heyman, je me rappelais qu'il aura fait des petites entrevues où il arrivait en larmes. On a l'impression, enfin, c'est une expression, mais on a l'impression que c'est une meuf qui s'est fait larguer par l'homme qu'elle aime. C'est un peu le même exemple, hein, c'est un peu le même exemple, mais pour Paul Heyman, on a l'impression qu'il s'est fait trahir par son fils qu'il a vu grandir. Bien sûr, il appelle ça son fils spirituel ou prodige, fils prodige. Pour lui, c'est un peu comme son enfant qu'il a vu grandir, qu'il a vu naître et qu'il a vu devenir plus fort. Et que celui qui n'a plus, on va dire, envie de tout ça, surtout l'aide de Paul Heyman, eh ben, il a pris ça comme une trahison. Donc c'est un peu le point de vue de Paul Heyman. Après, est-ce qu'il a fait la même chose avec Brock Lesnar? Alors oui, par le passé, oui, mais sauf pas de cette manière, car là, c'est totalement différent. Mais après, récemment, c'est compliqué à vous dire, j'ai pas toutes les infos en tête, mais bon. Si ce n'est que c'était un match très brutal, est-ce que Paul Heyman peut intervenir dans le match? Alors oui, il peut intervenir dans le match, mais CM Punk, il fait quand même une pierre de coups, car il s'occupe de Brock Lesnar plus de Paul Heyman. Et du coup, ben, pour lui, ben, il essaie de s'en sortir, malgré la fureur, l'agressivité de Brock Lesnar. Mais à chaque fois, ben, Punk
essaye de le contrôler malgré qu'il est incontrôlable. Et on se rappelle au moment où il fait un go to sleep sur Brock Lesnar. Il allait avoir la victoire, mais Paul Heyman, il intervient et qui frappe sur CM Punk comme si c'était une gonzesse. Vous voyez, avec des petits coups de poing là sur le dos. Donc pour CM Punk, ça lui fait rien. Il a une seule chose, c'est envie de frapper son ancien mentor. Mais que Brock Lesnar, ben, lui, quand il voit ça, ça le met en foudrage. Il va commencer à faire des German suplex. Il va faire tout type de suplex. Hein, jusqu'à passer dans le nid de chaise. Un ultime F5. Donc il fait un F5. Et il bat CM Punk. Et là, ce match-là, je vous le dis, je le mets en description. Tout simplement. Plus que 3 après, c'est terminé. Match par équipe de mixte. Et si je me rappelle bien, dans ce match par équipe de mixte, il y avait des vainqueurs qui ont gagné un concours. Qu'ils étaient libres de voir le match tout près. Pas au début du show, hein, mais on va dire c'est pendant ce match-là, en fait. C'est pendant ce match-là qu'on voit ça. Et que Dolph Ziggler fait équipe avec Kaitlyn contre Biggie Langston et AJ Lee. Vu comment Dolph Ziggler s'est fait abandonner par AJ Lee, moi, je pense peut-être qu'il a largué AJ Lee parce que cette dernière est devenue folle, incontrôlable. Certes, elle est championne des divas, mais elle est totalement hystérique. Tandis que Biggie Langston, ben lui, joue les gardes du corps modèles. Et que, encore un peu, Biggie Langston allait sortir avec AJ Lee. Car je me rappelle du moment quand Dolph Ziggler, ben, il déclarait comme quoi que c'est une hystérique, qu'il l'aimait, mais pas beaucoup à ce point-là, et qu'après ben, AJ Lee devenait folle, et qu'après Biggie Langston le réconforta, et qu'il avait donné un bisou sous la joue, enfin, sous la joue, non, il lui avait donné un bisou sous le front. Donc on se dit, ça y est, peut-être une nouvelle histoire d'amour entre AJ Lee et Biggie Langston. Et oui, cette petite... elle a beaucoup d'histoires d'amour et peut-être beaucoup de conjoints qu'on ignore. Et qu'elle était encore en rivalité avec Kaitlyn. Et maintenant, ben, une petite rivalité entre couples avec Dolph Ziggler. Et qu'on se rappelle, elle avait pris les affaires de Dolph Ziggler, comme quoi elle avait pris ses affaires, ses vêtements, qui venaient de chez lui, pardon. Même l'argent, il y avait le fric à l'intérieur. Donc on se rappelle de ce moment-là. Même si dans ce match mixte, ben, là, il y avait un petit peu de la tension. Il y avait de la tension un petit peu. Bien sûr, c'était pas hyper important, mais il y avait de la tension positive. Un peu dans le côté, tu me largues, je te détruis. Ton garde du corps est avec moi, c'est lui qui couvre mes arrières. Même si Dolph Ziggler ne va pas frapper une femme, et Biggie Langston, c'est pareil. Même s'il a tenté aussi de sortir avec Kaitlyn, mais bien sûr, c'était un prank, c'était une blague. Ou alors une mauvaise blague, si on peut qualifier ça. Eh bien, pour les Faces, ils ont eu leur revanche. Si je crois bien, c'est pas Dolph Ziggler qui remporte le match pour son équipe, mais je crois que c'est Kaitlyn qui fait un spear sur AJ Lee, et que là, elle perd pas de temps, elle fait le tomber, elle remporte le match. Donc je crois que c'est Dolph Ziggler qui a laissé Kaitlyn faire le petit boulot. Bon, après, AJ Lee, heureusement qu'elle a conservé son titre, parce que si c'était pour le titre qui était en jeu, ben là, c'est sûr, elle serait en danger, hein, la AJ Lee. Mais bon, ce match-là, allez, je mets un petit 3,5. Voilà, un petit 3,5. Et là, le main event. Là, c'est vraiment du lourd. Oui. Du lourd pur et dur. Honnêtement, c'est un banger sans nom. Entre Daniel Bryan contre John Cena. Pour le titre de la WWE. Et comme arbitre invité spécial, Triple H. Alors, je vais vous dire l'histoire tout au long, même si je sais que la vidéo va durer trentaine de minutes. Mais bon, je vais vous dire ça. Il y a une petite histoire. Vu comment Daniel Bryan n'avait pas réussi à remporter la manette rouge de Money in the Bank, et ben le lendemain du Money in the Bank,
John Cena, il fait une annonce, c'est en main event. Il va désigner celui qui va affronter, donc celui qui va affronter au SummerSlam. Donc il y avait plusieurs choix. Il y avait Sheamus, il y avait Randy Orton, vu comment c'était lui, Monsieur Money in the Bank. Il y avait Rob Van Dam, il y avait qui encore? Ah ouais, Great Khali, hashtag sert à rien pour certains. Mais heureusement qu'il n'a pas choisi lui. Heureusement. Mais bon, plus sérieusement, il a fait son choix, il a choisi Daniel Bryan, vu comment le public n'arrêtait pas de scander pendant plusieurs minutes Daniel Bryan. Et que Daniel Bryan veut prouver qu'il peut être à fond pour affronter le champion en personne. Donc il donne tout dans ce match, il donne vraiment tout. Et surtout, il s'entraîne dur pour y arriver. Et que, si je me rappelle bien, Monsieur McMahon voulait un peu modifier Daniel Bryan, vu comment il voulait que Daniel Bryan faisait un peu de sport, qu'il doit manger un peu de viande, alors que Daniel Bryan est vegan. Donc quand on est vegan, il ne mange pas de viande, il ne boit pas le sang de la viande. Voilà. Il est vegan, mais par contre, je pense pas qu'il est vegan à 100%. Je pense qu'il est dans un niveau faible de véganité. Donc il mange un peu sain, il fait du sport, et surtout on le rhabille même, donc chemise, costume de costard, et après Monsieur McMahon lui demande un seul truc pour que Daniel Bryan se sent un peu mieux pour affronter le champion en personne, c'est de le raser la barbe. Et qu'il fait appel à Wade Barrett, qu'apparemment lui il a été barbier, et ça je ne sais pas s'il a été réellement barbier, et que Daniel Bryan, lui, veut pas se faire couper la barbe. Donc pour ça, il décide de couper la barbe de Wade Barrett et de détruire la tondeuse. Et que c'est là où ils nous sortent le t-shirt « The beard is here ». Donc la barbe est là. En fait, c'est une référence au « Champ is here », du t-shirt de John Cena qu'il porte actuellement là. Et bien lui, c'est « The beard is here ». Et que après ça, si je me rappelle bien, John Cena avertit Daniel Bryan pour éviter de ne pas se faire trop manigancer, que ce soit par l'autorité ou Triple H, car il essaie de lui donner un conseil en disant qu'il ne connaît pas encore très bien Triple H et qu'il est capable de retourner sa veste à n'importe quel moment, et que Daniel Bryan ne voulait pas le croire forcément. John Cena lui a dit « Tu oses me traiter de menteur ?» tout simplement. Et qu'après, il y avait un doute qui se plane. Brad Maddox, qui était, on va dire, sur les ordres de l'autorité, ordonnait à Daniel Bryan d'affronter 3 mecs dans la soirée. Donc il bat Jack Swagger, Cesaro et Ryback, sauf qu'on va dire il remporte par disqualification, tandis que John Cena, il allume Ryback. Et c'est pareil pour John Cena qui affronte Ryback, vu comment lui, il a tourné heel. Ah ouais, je me rappelle à la cafétéria. Ouais, Ryback, il passait son temps à humilier un pauvre employé en le traitant de stupide. Bref, c'est du Ryback dans le texte. Il adore traiter tout le monde de stupide. Et non, c'est pas une référence à Randy Orton, vu comment tout le monde dit stupide. Donc, il avertit plusieurs fois. Et surtout, Daniel Bryan va aller un cran plus fort lors de l'émission de Miss TV à Raw, dans le main event. Juste après le pay-per-view SummerSlam. Pas après le show, enfin je voulais dire en attente de SummerSlam. Eh ben, ils vont tous les deux faire une promo, ils vont shooter en promo, et que Daniel Bryan va un peu reprocher à John Cena d'être un peu overrated sur le ring, comme quoi c'est pas quelqu'un qui a le sens du respect du code de catch, et que contrairement à John Cena, Daniel Bryan, lui, il a combattu pour y arriver. Il a été dans les autres fédérations, comme j'ai dit, la Ring of Honor, la PWG, la NOAH, des petites promotions qu'il est passé, et que, contrairement à Cena, lui, il catch mieux que John Cena, quoi. Donc Daniel Bryan, il catch beaucoup mieux que John Cena. Et non, je ne dis pas ça pour me vanter, c'est un fait. Et que Daniel Bryan, enfin, que John Cena réplique en disant ouais, c'est vrai, t'as peut-être raison. Certes, je ne catch pas aussi bien que toi, je n'ai pas
toutes les techniques du monde, mais que ce que j'ai, c'est de la combativité, le côté divertissement et le côté face par excellence. Donc on se rappelle de cette promo, des promos mythiques que j'avais déjà expliqué dans The Best of SmackDown et Raw de 2013. Et que ça a été pour moi un banger ce moment-là. Bref, je crois que j'ai assez trop tardé dessus. Passons au festin, passons au match. Et que là, vu comment John Cena veut faire taire certaines personnes qui disent que c'est quelqu'un de très overrated et qui ne serait même pas catché correctement. Alors, c'est vrai que c'est un de ses principaux défauts. C'est vrai qu'il n'a pas toujours été un aussi bon catcheur techniquement parlant, mais ça peut lui arriver qu'il nous sort quelques beaux petits gestes techniques. C'est parce que c'est pas toujours son cas. Et que là, on remarque justement là qu'il a une coudière au niveau du coude gauche, vu comment il est gaucher. Et que là, on apprend qu'il a un staphylocoque au niveau du coude. Donc c'est là où on dirait qu'il a un œuf à la place du coude. Et que... Attendez. Ils nous sortent des dingueries sur le match. Et que Bryan veut aller dans la technicité. Donc il veut emmener Cena dans la technique. John Cena, lui, il est très téméraire, il se laisse embarquer. Et qu'il essaie de jouer sur ce terrain malgré ce n'est pas son terrain de jeu favori. Et que pour John Cena, lui veut embarquer Daniel Bryan dans la puissance. Est-ce que c'est la puissance ou l'intelligence qui va gagner et qui va faire la différence? Alors oui, c'est la technicité et l'intelligence qui va faire la différence au niveau de la force. Donc je me rappelle, attitude adjustment tenté mais qui ne va pas avoir la victoire. STFU c'est pareil, les yes lock, les yes kick, les flying headbutts, et que au moment où John Cena, il va nous sortir, je sais pas s'il va nous sortir une belle prise technique, mais je crois qu'il en a sorti une et qui m'a beaucoup étonné, notamment l'épreuve de force, notamment ça m'a fait, on va dire, rappeler leur bon vieil affrontement à Velocity, parce que oui, j'ai vu leur match aussi à Velocity, et que ça a été très court, et que c'était victoire de Cena, alors que Daniel Bryan, lui, à la WWE, il était personne, à part qu'il s'appelait Bryan Danielson, mais il faut dire que Bryan Danielson, à la WWE, c'est personne, tandis que Daniel Bryan, c'est quelqu'un. Mais bon, il faut dire que ce soit Daniel Bryan ou Bryan Danielson, c'est la même personne, et ils ont réussi un truc respectif dans leur carrière. Et que je me rappelle des claques à la manière des sumo, que ce soit de Bryan, de John Cena. Donc c'est du défi de claquage. Et que si je crois bien, au moment où il était sur la troisième corde, je crois qu'il va avoir un back souplesse de la troisième corde. Et qui va commencer à allumer Cena avec des yes kicks qui va arriver un dans la tempe. Et c'est à ce moment choisi où Daniel Bryan, il veut s'élancer pour son running knee. Donc il veut faire le running knee et il va l'effectuer. Et c'est là, à partir de cette prise, que ça va être sa prise finish. Donc c'est la première fois pour moi, selon moi, c'est la première fois je vois qu'il fait un running knee en finish et qu'il arrive à battre John Cena. Donc il devient pour la première fois champion de la WWE. Donc il a réussi l'impensable. Donc il devient champion de la WWE. Et au moment où John Cena, totalement sonné et essoufflé après un match marathon comme ça, il lui serre la main à Daniel Bryan, un petit câlin au passage, et qui remercie l'arbitre Triple H d'avoir été un arbitre exemplaire, même si ce serait que pour le moment. Je dis quelque chose, mais vous avez vu venir. Donc on voit Daniel Bryan qui célèbre sa victoire avec des confettis et qui va aussi serrer la main de Triple H pour son côté professionnel en termes d'arbitrage. Et que c'est là où la musique I was in my hand, understand the name.
la musique de Randy Orton. Donc, excusez-moi si j'ai dit, avec le terme de musique, un peu à chier. Faut dire, j'essaie de imiter comme un pro, mais c'est pas toujours évident. Mais ça nous arrive de chanter les thèmes d'entrée. Je sais pas, moi, vous avez la musique dans votre téléphone, vous entendez les paroles, vous avez envie de chanter ce qui est dans la musique, quoi. Donc, ça nous arrive à tous. Donc, c'est là où Monsieur Money in the Bank pointe son nez et qu'il arrive vers au ring, mais que Daniel Bryan, malgré qu'il était essoufflé et qu'il a tenté de faire une équipe avec Randy Orton, notamment je me rappelle à cette période où il devait affronter The Shield, où il devait s'appeler RK-No, donc RK-No, mais que ça n'a pas, on va dire, pris. Donc leur petite association n'a pas si duré à ce point-là. Et que malgré qu'il est essoufflé, Daniel Bryan, il veut encore combattre, il a encore quelques miettes, encore quelques énergies à revendre pour affaiblir la vipère. Faut dire, entre le dragon et la vipère, qui peut remporter. Oui, bataille de style animal dominant. Et que c'est là, en sortant de nulle part, alors qu'on ne s'attendait pas du tout, Triple H, il donne un coup de pied à l'abdomen de la part, sur Daniel Bryan, et il fait le pedigree. Et c'est là où il fait un heel turn sur Daniel Bryan, et c'est pareil pour Randy Orton. Car il va cacher sa mallette, et qu'il ordonne à Triple H de le faire. Triple H relance au combat, il fait tomber ses victoires de Randy Orton, et qui devient le nouveau champion de la WWE. Donc l'ère d'Orton n'est pas finie, et que ça a déçu plus d'un, je sais que ça a déçu plus d'un, et que pendant les semaines qui suivront, l'autorité va nous faire un peu endormir debout, en disant que être un champion, il faut ce qu'il y a de mieux pour les affaires, car c'est un souhait de la WWE, et que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh ben désolé pour vous, on vous proposera ce qui est bon pour nous, même si c'est pas bon pour vous. Et que pour nous, il nous faut un champion, certes qui est combatif, mais qu'il est grand, musclé, charismatique, qui a tout pour réussir. Et Randy Orton a été l'exemple parfait. Tandis que Daniel Bryan, malgré qu'il est bon en catch, donc in-ring c'est nickel, eh ben lui il a été classé dans la catégorie seconde zone, donc B+ player. Donc un petit joueur de seconde zone, mais qui n'a pas sa place. Et pourtant, il va en baver pendant des mois qui suivront, et surtout lors de 2014, lorsqu'il va revenir à son apogée. Voilà. Donc ce match-là, aussi en description, pour Daniel Bryan et John Cena et Randy Orton. Voilà, je le mettrai en description. Et que j'en ai fini avec ce pay-per-view qui est SummerSlam 2013, avec le choc de l'année, le champion de l'année, et une révélation de l'année, bien sûr. Donc, voilà. Pour ce qui est les matchs, le bonus, qui est un match plus un interview, je crois. Les scènements et promos, parce qu'il y a déjà eu des scènements et promos aussi. Notamment avec Mick Foley qui était aussi là. Et le panel également. Donc l'ensemble, tout l'ensemble. Je lui mets un 4,70. Je lui mets un 4,70 car moi il m'a beaucoup plu ce SummerSlam. Je ne sais pas si ça vous convient ou non. Donc si vous trouvez que ce show était fade ou alors ce show tout simplement excellent, faites-moi savoir et on en débattra gentiment. Donc voilà. Vous connaissez la chanson, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.